toutes et à tous. Nous sommes le mardi 26 mars 2024 et il y a exactement 14 jours, 2 semaines, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rendait son jugement numéro 23-01-971 qui oblige le rectorat de Reims, actuellement dirigé par Vincent Stanek, donc qui oblige le rectorat à me communiquer 14 documents administratifs que je demande en vain depuis septembre 2018 pour le plus ancien d'entre eux. C'est-à-dire, si vous savez compter comme moi, cela fait plus de 5 ans et demi que le rectorat viole la loi du 17 juillet 1978 qui donne à tout citoyen et toute citoyenne le droit d'accès aux documents administratifs. Si vous avez suivi les 2 émissions en direct que j'ai faites à ce sujet, sur ce jugement, le 9 mars et le 16 mars, eh bien, vous avez pu écouter mon analyse de ce jugement et puis aussi celle de mon amie Christelle. Et dans le SDDJ, je rappelle que SDDJ, ça veut dire Stop au déni de justice, donc dans le direct numéro 31 du 9 mars, j'avais abordé la façon dont le rectorat de l'Académie de Reims, depuis 2016, entrave ou viole mon droit d'accès aux documents administratifs. Et j'ai effleuré ce sujet et puis j'ai voulu consacrer une vidéo spéciale à la manière dont le rectorat de Reims occulte, censure les documents administratifs qu'il est amené, bon gré mal gré, à me communiquer. Et donc dans cette vidéo, eh bien, je vais vous développer les 3 manières dont le rectorat de Reims a occulté certains des documents administratifs qu'il m'a communiqués. Alors, petit rappel juste avant, vous savez que la pédagogie, c'est quand même une affaire de répétition. Donc, bref rappel de ce que c'est que le droit d'accès aux documents administratifs. Il a été établi par la loi du 17 juillet 1978, loi numéro 78-753, et plus spécialement les articles 1er et article 2. Et puis, ce droit a été reconnu de nature constitutionnelle par une décision du Conseil constitutionnel intervenue le 3 avril 2020. Les articles de la loi de 1978 ont plus tard été transposés dans un code. C'est une opération qui s'appelle la codification. Et donc ce code, c'est celui des relations du public avec l'administration, le CRPA, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2016. Pour bien élucider, expliciter cette notion de public, donc il faut savoir que le public, c'est à la fois les agents publics qui travaillent dans les administrations, les fonctionnaires, comme moi, mais c'est aussi, bien sûr, les usagers et les usagères du service public. Donc, les relations du public avec l'administration, c'est les fonctionnaires dans les administrations et tous les autres citoyennes et citoyens qui sont en dehors des administrations. Et donc, les articles 1er et article 2 de la loi de 1978 ont été transposés dans les articles L300-1 du CRPA et L300-2 du CRPA. Et donc, il y a l'article L300-11 qui vous dit que les administrations publiques sont tenues, c'est-à-dire sont obligées de communiquer des documents administratifs à toute personne qui le demande, sous réserve de certaines exceptions qui sont définies dans les articles 311-5 et 311-6. Donc, la règle générale, c'est toute administration, depuis 1978, est obligée de communiquer des documents administratifs à tout citoyen et toute citoyenne qui le demande. Mais il y a certaines exceptions à la communicabilité de ces documents. Donc ça veut dire qu'il y a certains documents ou certaines parties de documents qui ne sont pas communicables à toute personne qui en fait la demande. Et donc les exceptions, nous allons les voir dans cet article L300-6 du CRPA. Donc il y a 3 cas où le document ou la partie de document n'est communicable qu'à l'intéressé et pas à toute personne qui en fait la demande. Donc le premier cas, c'est lorsque le document pourrait porter atteinte à la protection de la vie privée. Le deuxième cas, c'est lorsque le document administratif porte une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. Donc ça veut dire, soit il y a son nom, soit il y a des indications qui permettent de la reconnaître même s'il n'y a pas son nom. Et troisièmement, un document n'est communicable qu'à l'intéressé si il fait apparaître le comportement d'une personne et que la divulgation de ce comportement, c'est-à-dire si ce comportement est rendu public, donc la divulgation de ce comportement pourrait
porter préjudice à la personne qui a eu ce comportement. Donc voilà les 3 cas où un document n'est pas communicable, ou plutôt n'est communicable qu'à l'intéressé, et il n'est pas communicable à toute personne étrangère, toute personne autre que l'intéressé. Alors, la loi de 1978 a aussi créé, justement pour essayer de contrôler l'application de la loi par les administrations. Donc la loi de 1978 a créé la CADA, c'est-à-dire la Commission d'accès aux documents administratifs. La CADA, c'est une commission indépendante qui va évaluer si oui ou non des documents que toute personne demande à l'administration sont bien communicables à cette personne. Donc la procédure, c'est très simple. Vous, citoyen ou citoyenne, vous faites une demande à l'administration, je veux recevoir les documents X, Y, Z, et l'administration, soit elle vous les communique, soit elle ne vous les communique pas. Et dans le cas où elle ne veut pas vous les communiquer, il y a encore 2 cas. Donc soit elle vous écrit pour vous dire « Non, je ne vous communique pas ces documents parce qu'ils ne sont pas communicables », soit elle ne vous dit rien. C'est-à-dire, elle se moque de vous et puis et elle fait la sourde oreille. Voilà. Alors, lorsque cela arrive, c'est-à-dire lorsque l'administration refuse, soit explicitement par un écrit, soit implicitement par son silence, lorsque l'administration donc refuse de vous communiquer ces documents, eh bien vous pouvez saisir la CADA. C'est-à-dire vous faites un courriel à la CADA, vous expliquez quels sont les documents que vous demandez, dans quelles circonstances vous les avez demandés, dans quelles circonstances l'administration refuse de vous les communiquer. Et la CADA va se réunir, donc c'est une commission qui se réunit et qui examine toutes les saisines qui lui sont arrivées de la part de citoyennes et citoyens. Et elle va rendre un avis. Et cet avis, il peut être favorable ou défavorable. Donc, soit la CADA va vous dire, ben oui, madame, monsieur, vous avez raison, tous les documents que vous avez demandé à l'administration X, eh bien, vous aviez le droit de les obtenir, et donc, je vais rendre mon avis aussi à l'administration pour qu'elle vous les communique. Soit l'administration vous dit, bon, bah, écoutez, il y a certains documents, c'est vrai, ils ne sont pas communicables à cause des 3 exceptions mentionnées à l'article L311-6 du CRPA. Ok. Et lorsque, donc, vous avez cet avis de la CADA, eh bien, vous vous retournez contre l'administration, et là, l'administration, normalement, elle doit obéir. Mais malheureusement, les avis de la CADA sont purement consultatifs, ils ne sont pas contraignants. Et donc, si l'administration, même ayant reçu l'avis favorable de la CADA, ne veut toujours pas vous communiquer ces documents, il vous reste un seul recours, c'est le cas de le dire, c'est de déposer un recours au tribunal administratif de votre département, enfin de votre territoire. Voilà. Alors, la CADA, depuis qu'elle a été créée, donc en 1978, évidemment, chaque année, elle fait un rapport sur son activité. Donc, elle examine toutes les demandes qui lui sont faites par les citoyennes et citoyens, elle examine la façon dont l'administration répond à ces demandes, et elle publie un rapport annuel. Et depuis que la CADA publie son rapport annuel, eh bien, ce qu'elle constate, c'est que les administrations publiques, en général, sont très réticentes à appliquer totalement l'obligation légale de communiquer des documents administratifs. Mais malheureusement, la CADA, encore une fois, n'a aucun pouvoir contraignant et donc elle se contente de constater que beaucoup d'administrations sont hors la loi. Et le rectorat de l'Académie de Reims est totalement hors la loi dans mon dossier depuis 2016. Alors, la CADA, elle a aussi créé un site internet pour que vous puissiez obtenir toutes les informations que vous voulez avant de recourir à la CADA. Donc moi, évidemment, je l'ai consulté, ce site internet, et sur cette question de des exceptions prévues à l'article L311-6, eh bien, je me suis aperçu que la CADA avait rendu un avis. C'est-à-dire que la CADA vous donne une définition plus nuancée de qu'est-ce que c'est que l'intéressé. Donc, ce que vous voyez à l'écran, ce sont des informations qui sont publiées sur le site de la CADA et qui concernent la communication à un agent intéressé, la communication de documents. Alors, qu'est-ce que vous dit la CADA? Elle vous dit que l'intéressé est la personne dont il est question dans le document demandé. Donc, on peut supposer que moi, je suis l'intéressé parce que je demande des documents où je suis partie prenante, des documents qui me concernent, des documents dans lesquels je suis citée. D'accord? Donc, la personne dont il est question dans le document demandé, eh bien, c'est moi. Donc, si les 14 documents que je demande au rectorat de Reims depuis 2018, pardon, eh bien, si ces documents parlent de moi, ils me concernent, donc je suis l'intéressé. Ok. Mais, la CADA précise qu'il y a une petite nuance. Et donc, regardez bien, parce que c'est écrit noir sur blanc dans le site internet, donc une personne
qui fait l'objet d'une lettre de dénonciation ou de signalement émanant d'une personne privée, donc là, vous avez deux personnes. Vous avez la personne A qui fait l'objet d'une lettre de dénonciation, la personne A, et la personne A est dénoncée par la personne B. Donc vous avez la personne A dont on parle dans un courrier de dénonciation, et vous avez la personne B qui est l'auteur de la lettre de dénonciation. D'accord? Eh bien, la personne qui fait l'objet de la lettre de dénonciation est considérée comme un tiers. C'est-à-dire, elle n'est pas considérée comme l'intéressée, alors que c'est de cette personne dont il est question dans le courrier de dénonciation. D'accord? Eh bien, même dans ce cas, la personne A dont il est question dans le courrier de dénonciation n'est pas considérée comme l'intéressée, mais l'intéressée, c'est la personne B qui a écrit la lettre de dénonciation. Voilà. Et donc, la personne A dont il est question dans un courrier de dénonciation n'est pas considérée comme l'intéressée, mais comme un tiers, comme une tierce personne. Voilà. Et donc, à ce moment-là, l'intéressé, c'est l'auteur de la lettre, et à ce moment-là, c'est une des trois exceptions que je vous ai montrées dans l'article L311-6 du CRPA, c'est une des trois exceptions qui s'applique, c'est-à-dire que si le courrier de dénonciation de la personne A, qui a été écrit par la personne B, si ce courrier est publié, eh bien dans ce cas-là, la personne B pourrait considérer que la divulgation de ce courrier va lui porter préjudice, puisqu'elle est l'intéressée. Et à ce moment-là, eh bien, l'administration peut dire « Ah oui, mais moi, ce document, il risque de porter préjudice à la personne B si jamais je le communique à la personne A. » Et donc, soit je le communique pas, soit je vais occulter le nom de la personne B. Voilà. Vous voyez? Donc, j'ai toujours trouvé cette prétendue protection accordée à l'intéressé qui serait susceptible d'avoir écrit une lettre de dénonciation, eh bien, j'ai toujours trouvé ça totalement hypocrite et pervers. Parce que la dénonciation calomnieuse, c'est un délit pénal. Et j'ai déjà porté plainte à plusieurs reprises contre certains individus qui avaient commis contre moi ce délit de dénonciation calomnieuse. Et donc, la CADA vous dit, la CADA explique, si vous voulez, justifie pourquoi, dans certains cas, eh bien, l'administration va pouvoir soit refuser un document, soit occulter l'identité de la personne qui a commis un comportement qui pourrait lui être préjudiciable. Voilà. Donc, je trouve ça absolument délirant. Voilà. Mais c'est comme ça et il faut s'en accommoder. Donc, l'article L311-7, tire les conséquences de ces exceptions qui existent et vous dit que lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles 311-5 et 311-6, mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. Donc là, vous voyez, il y a la réponse au problème posé par les exceptions. Si dans un document, encore une fois, je reprends mon exemple, je suis la personne A et je demande un document qui a été écrit par la personne B. Et dans ce document, la personne B m'a dénoncé ou m'a diffamé et quand je vais avoir le document, eh bien, je vais savoir que c'est la personne B qui a eu ce comportement et je pourrais me retourner contre la personne B parce que son comportement a été préjudiciable. Eh bien, dans ce cas, l'administration, pour protéger la personne B, va pouvoir donc occulter la mention et une fois que cette occultation a été faite, va pouvoir communiquer le document à la personne A, c'est-à-dire moi-même. Et donc, je vais maintenant vous montrer comment le rectorat a fait depuis 2016 pour protéger des personnes qui avaient écrit des documents sur moi et contre moi. Et donc, l'administration du rectorat de Reims a voulu protéger ces personnes et je vais vous montrer les trois façons dont ces personnes ont été protégées.
La première personne à avoir été protégée par le rectorat de Reims, elle s'appelle Nathalie Aulas-Mauffret et c'était une cheffaillonne, donc elle était principale intérimaire ou principale remplaçante entre mars 2016 et juillet 2016, elle était principale remplaçante au collège de Grand Pré dans les Ardennes, donc collège où j'étais arrivée en septembre 2015. Et donc cet individu, Nathalie Aulas-Mauffret, eh bien j'ai porté plainte contre elle le 1er juillet 2016 pour harcèlement moral, et puis j'ai obligé la rectrice d'académie, qui s'appelle Hélène Incel, enfin qui s'appelait à l'époque Hélène Incel, donc je l'ai obligée à diligenter une enquête administrative sur le fondement de ma plainte de mon signalement de harcèlement moral et d'une alerte de danger grave et imminent. Donc à l'automne 2016, en septembre-octobre 2016, il y a eu une enquête administrative interne qui a été menée par un inspecteur du rectorat qui s'appelle Éric Guillet. Et Éric Guillet, le 14 octobre 2016, eh bien, il a rendu son rapport d'enquête à la rectrice d'académie. Et donc, vous voyez à l'écran comment Nathalie Aulas-Mauffret a été protégée dès ce rapport du 14 octobre 2016, c'est-à-dire que a été caviardée dans ce document à la page 4 toute la partie qui concerne la carrière professionnelle de Nathalie Aulas-Mauffret. Donc, encore une fois, là, il n'y avait aucune raison d'occulter cette partie, parce que c'est purement professionnel, et parce que cette partie me concernant n'a pas été occultée, mais donc le rectorat a considéré qu'il fallait que je n'ai aucune information concernant la carrière professionnelle de Nathalie Aulas-Mauffret. Et le plus énorme dans la volonté de protéger Nathalie Aulas-Mauffret en caviardant ses propos, eh bien ça se trouve aux pages 17 et 18 du rapport d'enquête de Éric Guillet. Donc là, vous avez à l'écran caviardé l'intégralité des propos que Nathalie Aulas-Mauffret a tenus face à l'inspecteur Éric Guillet lorsque celui-ci s'est rendu au collège de Grand Pré en septembre 2016 pour auditionner une quinzaine de personnes. Donc tous les autres personnels qui ont été auditionnés par Éric Guillet au collège de Grand Pré, j'ai dans le rapport d'enquête tout le compte-rendu intégral de leurs auditions. Mais juste pour Nathalie Aulas-Mauffret, eh bien, Éric Guillet ou la rectrice d'académie a considéré que c'était trop sensible et qu'il fallait que je sois totalement ignorante de ce que Nathalie Aulas-Mauffret avait dit sur moi et contre moi. Et donc, j'ai dû faire évidemment une nouvelle saisine de la CADA pour leur dire, bah, écoutez, c'est totalement anormal, parce que là, c'est vraiment de la mauvaise foi du rectorat et la volonté de me laisser dans l'ignorance de ce que l'individu Aulas-Mauffret a dit sur moi. Et donc, finalement, en mai 2017, eh bien, finalement, la rectrice d'académie a été obligée de m'envoyer l'intégralité du rapport d'enquête de Éric Guillet avec l'intégralité des propos qui ont été tenus par Nathalie Aulas-Mauffret. Et donc, voici ce que ça donne à l'écran. Vous avez les pages 17 et 18 du rapport. Et là, je découvre, par exemple, notamment, je découvre que lorsque Nathalie Aulas-Mauffret m'a fait expulser du collège de Grand Pré le 30 juin 2016, eh bien, elle avait auparavant téléphoné dans la matinée à la DRH du rectorat de Reims, Delphine Viau-Legouda, et elle avait eu son accord oral, verbal, jamais écrit, elle avait eu son accord pour utiliser un article du Code de l'éducation qui ne s'appliquait absolument pas à la situation ce matin-là. Voilà. Donc là, vous voyez un exemple, encore une fois, de caviardage entre la façon dont le rectorat veut occulter tout ce qu'a dit Nathalie Aulas-Mauffret, et finalement, le rectorat est obligé de me donner l'intégralité de ce qu'elle a dit. Donc ça veut bien dire qu'il n'y avait absolument rien de sensible, il n'y avait aucun élément de vie privée, et il n'y avait aucun préjudice concernant ce que disait Aulas-Mauffret. Voilà. Un autre élément de caviardage, c'est un document qui a été publié environ 1 an plus tard. Et là, le rectorat de Reims avait aussi décidé de caviarder, mais pas l'intégralité des propos de personnes, seulement l'identité des personnes qui participaient à une réunion où il était question de moi. Donc il s'agit du procès-verbal d'une CAPA, Commission académique, Commission administrative paritaire académique. Donc c'était une réunion qui se tenait pour valider la décision de la rectrice d'académie Hélène Incel de me muter dans l'intérêt du service. Donc muter, ça veut dire changer d'affectation. Je précise bien que lorsque la rectrice avait pris cette décision en juillet 2017, cette décision de mutation d'office dans l'intérêt du service n'est pas une sanction. C'est-à-dire que la rectrice avait été obligée de prendre cette décision, en fait, pour tenir compte du danger qui existait pour moi au collège de Grand Pré.
Si elle avait voulu vraiment me sanctionner et si j'avais été coupable de quoi que ce soit, elle aurait utilisé la sanction du déplacement d'office. Donc, la mutation d'office n'est pas une sanction, mais il faut quand même qu'elle soit validée par une CAPA. Cette CAPA a eu lieu le 25 août 2017 et elle était présidée par un individu qui s'appelle Vincent Philippe et qui était à l'époque secrétaire général d'académie, c'est-à-dire le bras droit de la rectrice Hélène Incel. Et il y avait, Vincent Philippe était aussi assisté par la directrice des ressources humaines Delphine Viau-Legouda, qui était l'autre bras droit de la rectrice Hélène Incel. Et comme vous le voyez dans ce document, eh bien, les noms de toutes les personnes qui ont pris la parole lors de cette réunion ont été caviardés par le rectorat. Alors, lorsque ce sont des membres des représentants du personnel qui posent des questions, le caviardage, ça n'a aucune utilité, bien sûr. Mais pour ne pas montrer que le rectorat veut protéger certaines personnes très précises, eh bien, le rectorat a caviardé tous les noms des personnes. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que ce qui importait à la rectrice d'académie Hélène Incel à ce moment-là, c'était de protéger les membres de l'administration qui la représentaient, c'est-à-dire Vincent Philippe et Delphine Viau-Legouda. Et pour vous montrer à quel point je pouvais utiliser contre ces individus ce qu'ils ont dit lors de cette séance, eh bien je vous montre à l'écran ce que Vincent Philippe a répondu lorsque la question lui a été posée. Mais monsieur le secrétaire général d'académie, nous sommes en juillet 2017 et nous savons que depuis mars 2017, la rectrice d'académie Hélène Incel a engagé une procédure disciplinaire contre madame Chassard. Et nous voulons savoir qu'est-ce qu'il en est, parce que le conseil de discipline n'a toujours pas été saisi. Et donc Vincent Philippe, très embarrassé, est obligé de répondre que oui, la procédure est maintenue, mais il convient d'approfondir et d'avoir de nouveaux éléments, parce que ce n'est pas admissible qu'un personnel comme madame Chassard désigne des gens du rectorat comme des individus. Et en fait, Vincent Philippe prétend que désigner quelqu'un d'individu, c'est insulter quelqu'un. Voilà. Donc, vous voyez que dans ce document, le rectorat a voulu me cacher l'identité des personnes qui avaient participé à cette séance et qui avaient dit des choses sur moi, voire contre moi. Et pour faire la comparaison avec un document qui avait été produit par l'administration, également un procès-verbal où il n'y avait eu aucun caviardage du nom des personnes, pour vous montrer que le rectorat avait compris que c'était quelque chose de dangereux pour lui si j'avais l'identité des personnes qui disaient des choses sur moi, d'accord, ou qui disaient des choses sur les signalements que je faisais des dysfonctionnements que je constatais, eh bien je vous montre en comparaison un procès-verbal d'une réunion du CHSCT académique, donc comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Académie de Reims. Donc cette séance, dont j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, avait eu lieu le 19 décembre 2016 et j'ai eu le procès-verbal 7 mois plus tard, en juillet 2017. Et là, vous voyez à l'écran que le nom des personnes qui ont participé à la séance le 19 décembre 2016, eh bien ce nom est totalement lisible. Il n'y a eu aucun cavardage. Et c'est notamment ce qui m'a permis de pointer que la rectrice d'académie Hélène Incel avait violé la procédure réglementaire du droit d'alerte et de danger grave et imminent, puisque lorsque j'avais fait cette alerte de danger grave et imminent en septembre 2016, eh bien, elle avait interdit à la principale de mettre mon signalement dans le registre dédié, dans le registre danger grave et imminent. Voilà. Et elle l'avoue elle-même dans le procès-verbal. Et ce que vous voyez aussi à l'écran, c'est la directrice des ressources humaines Delphine Viau-Legouda qui est obligée d'avouer que en septembre 2016, eh bien, il y a eu un troisième personnel qui a été maltraité par Nathalie Aulas-Moffret. Donc, lorsque ces informations qui sont totalement factuelles, lorsqu'elles me sont connues, elles deviennent très embarrassantes et donc sensibles pour une administration qui a des comportements mafieux comme le rectorat de l'Académie de Reims. Et c'est pour ça que donc le rectorat essaye d'occulter par le caviardage. Alors, il y a une autre méthode pour occulter, qui est beaucoup moins frappante aux yeux que le caviardage, c'est l'effacement par le blanco. Donc là, je vous montre un rapport qui est daté du 23 septembre 2018 et ce rapport a été rédigé par une individu contre qui j'ai aussi porté plainte et cet individu c'est Valérie Richard qui en 2018-2019 était principale du collège Louis Pasteur à Suippes dans la Marne, collège où j'étais arrivée depuis septembre 2017. Et donc pour protéger encore une fois Valérie Richard, eh bien
Lorsque j'ai obtenu la copie d'un rapport qu'elle avait écrit le 23 septembre 2018, donc j'ai obtenu cette copie le 19 décembre 2018, et bien donc pour la protéger, et de façon totalement stupide, parce que je savais très bien de qui il s'agissait, eh bien comme vous le voyez à l'écran, il y a eu des mentions qui ont été effacées par du blanco. Donc la première mention, c'est tout simplement son nom, donc c'est totalement stupide, parce que si elle est chef d'établissement du collège de Suippes, on sait très bien que c'est elle. La deuxième mention, il s'agit de l'inspecteur Thierry Dupont, donc c'est un inspecteur du rectorat avec qui je m'étais entretenu au téléphone le 10 décembre 2018. La troisième mention, c'est celle de la professeure documentaliste qui m'avait précédé au collège de Suippes, Nathalie Bouton. Et la quatrième mention, qui a été occultée par du blanco, c'est la signature de Valérie Richard. Donc, vous voyez, ça tourne vraiment à l'absurde, cette volonté du rectorat d'occulter des mentions que le rectorat pense embarrassantes. Donc, il n'y a là, je veux dire, ça ne sert absolument à rien, puisque je sais très bien déduire l'identité des personnes, mais le rectorat continue de le faire parce qu'il veut me montrer que c'est lui et toujours lui qui détient les rênes jusqu'au bout de l'information qui m'est divulguée. La troisième et dernière méthode d'occultation utilisée par le rectorat de Reims depuis 2016, c'est l'anonymisation. C'est-à-dire que lorsque je reçois un document qui mentionne, enfin, où il y a des individus qui ont dit des choses ou fait des choses contre moi, eh bien, le document ne mentionne pas leur identité et parle de une personne, un personnel, un membre de l'administration, un représentant du personnel, voilà. Donc ça s'appelle l'anonymisation. Donc je vous donne un premier exemple de cette anonymisation. Donc c'est le même document que je vous ai montré tout à l'heure. Il s'agit du rapport d'enquête de l'inspecteur Éric Guillet qui a été remis à la rectrice d'académie le 14 octobre 2016. Et là, vous voyez deux comptes rendus d'audition qui ont été menés par Éric Guillet au Collège de Grand Pré en septembre 2016. Donc vous voyez bien que là, il n'y a pas le nom de la personne, il y a juste quelques indications qui sont portées sur le personnel qui a été auditionné, mais évidemment, lorsque j'ai analysé tous ces comptes rendus, eh bien, j'ai pu retrouver l'identité de tous les personnels qui avaient parlé sur moi et contre moi. Donc, le premier compte rendu, vous voyez, c'est une personne qui s'appelle Audrey Weber, donc c'est une femme, et c'est une personne contre qui j'ai porté plainte pour diffamation et ensuite dénonciation calomnieuse, parce que tout ce qu'elle a dit de moi à l'inspecteur pendant son audition en septembre 2016, eh bien, c'est totalement mensonger, et je vous lis juste le passage qui est juste à la fin. Donc la question qu'on lui a posée, c'est est-ce que Madame Chassard mettait en danger des personnels? Donc je vous rappelle quand même que cette enquête de Éric Guillet en septembre 2016 avait été diligentée suite, premièrement, à une plainte pénale que j'avais déposée contre Nathalie Aulas-Mauffret pour harcèlement moral. Deuxièmement, suite à un signalement de harcèlement moral fait par moi-même auprès de la DRH du rectorat de Reims. Et troisièmement, suite à une alerte de danger grave et imminent que j'avais faite en septembre 2016. Et donc, malgré ces trois points qui montrent que c'est moi qui suis en danger, que c'est moi qui porte plainte, que c'est moi qui signale, eh bien, l'inspecteur pose la question à tous les personnels auditionnés au Collège de Grand Pré en septembre 2016. Il leur pose la question: est-ce que vous considérez que Madame Chassard mettait en danger des personnels? Vous voyez la partialité? D'ailleurs, j'ai aussi accusé Éric Guillet d'avoir été totalement partial dans son enquête. Alors, je vous remets juste à l'écran le passage où Audrey Weber parle de moi. Donc, elle dit: sur les événements du 30 juin 2016, elle affirme que Madame Chassard était très agitée, énervée, et elle hurlait, elle s'emportait rapidement sans raison. Son ton est devenu de plus en plus menaçant. Elle rapporte, Audrey Weber, elle rapporte qu'elle a assisté à une crise de folie et déclare qu'elle a eu peur. Cependant, il n'y avait pas de menace physique. Elle précise qu'elle ne confierait pas d'élèves à Madame Chassard. Donc, vous voyez le genre de caca qui est proféré par des personnels lorsque ces personnels sont entendus par un inspecteur qu'elles sentent partial,
Et donc, à ce moment-là, ces personnels peuvent dégoiser à tire-larigot dans mon dos. Le deuxième exemple de compte-rendu anonymé que vous voyez à droite, eh bien, il s'agit d'une professeure d'EPS qui s'appelle Anne-Sophie Rosé. Et alors là, elle aussi, elle s'en donne à cœur joie. Donc j'ai été obligée, après avoir connu ce qu'elle disait, donc j'ai été obligée de porter plainte contre elle pour dénonciation calomnieuse et outrage. Donc regardez là encore ce qu'elle dit de moi dans le dernier paragraphe. Madame Chassard ne menaçait pas la sécurité des personnels dans l'établissement. Ouf, je suis rassurée. Elle en restait à de la violence verbale. Ah bon? Bah écoutez, je redis encore une fois que je n'ai jamais, en 2016 ou en aucune autre année de ma carrière, je n'ai jamais reçu de convocation explicite avec le grief « Madame Chassard, vous faites de la violence verbale ». Jamais. Mais Anne-Sophie Rosé, lorsqu'elle discute avec Éric Guillet, eh bien, elle peut le dire sans aucun problème. Et elle continue, les relations se sont dégradées suite au ras-le-bol des personnels. Elle souligne, donc ça c'est Anne-Sophie Rosé qui souligne, la paranoïa et le mal-être profond dont souffre Madame Chassard, qui relève selon elle d'un traitement médical. Donc, vous voyez le genre, encore une fois, d'insanité qui est proféré par des personnels lorsque ces personnels sont entendus par un inspecteur qui est totalement partial et à charge. Et voilà pourquoi le rectorat de Reims a voulu anonymer les personnels qui ont été auditionnés en septembre 2016. Mais, 2 ans plus tard, en novembre-décembre 2018, le rectorat de Reims s'était aperçu que donc j'avais pu identifier les personnels qui avaient dit ces insanités sur moi. J'avais pu les identifier. Et donc là, le rectorat de Reims a eu recours à une méthode encore plus brutale pour anonymiser, c'est-à-dire que il n'y avait absolument aucun compte-rendu d'audition. Et là, ce que je vous montre à l'écran, à gauche, vous avez ce que le rectorat appelle une synthèse anonymisée qui a été rédigée par une psychologue du travail qui s'appelle Lucie Glorian. Donc c'est une prétendue psychologue du travail qui en fait est appointée, c'est-à-dire payée par la direction des ressources humaines du rectorat de Reims. Donc cette synthèse anonymisée, elle date du 13 décembre 2018 et elle a été présentée le 18 décembre 2018 à une séance du CHSCT académique, Comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, de l'Académie de Reims. Et qui a-t-elle auditionné Madame Lucie Glorian? Eh bien, elle a auditionné les 28 novembre 2018 et 11 décembre 2018, elle a auditionné environ 17 personnels du collège Louis Pasteur de Suippes. Et ces 17 personnels, eh bien, moi j'en connais l'identité, alors que dans la synthèse, ces personnels ne sont pas du tout mentionnés, mais moi j'en connais l'identité parce que dans la salle des profs du collège Louis Pasteur, à un moment, c'était en novembre, eh bien j'ai vu au tableau d'affichage publiquement, j'ai vu une liste des personnes qui avaient demandé un entretien avec cette prétendue psychologue du travail. Et donc, quand j'ai vu les noms de ces personnels, dont je savais qu'ils m'étaient défavorables et hostiles, eh bien, j'ai immédiatement photocopié cette liste et ensuite je l'ai numérisée. Et c'est pour ça que je peux vous dire que ont été auditionnés par Lucie Glorian les 28 novembre et 11 décembre 2018, ont été auditionnés la professeure d'anglais Corinne Labbé, la professeure de lettres Angélique Thirier, le professeur de mathématiques Nicolas Rio, l'enseignante spécialisée Ulysse Astrid Tan, la professeure de lettres Julie Ferraud, une AESH qui s'appelle Séverine Barbe, une professeure de lettres Delphine Ricard, une professeure d'anglais Alinor Vincent, une professeure de mathématiques Marielle Thomas, la professeure d'art plastique Marie Laporte, 3 surveillantes et le conseiller principal d'éducation Florian Dangui. Alors il y a eu 3 autres personnels dont le nom n'apparaît pas sur cette liste, qui ont été aussi auditionnés. Je suppose que Valérie Richard, bien sûr, a été auditionnée par la psychologue Lucie Glorian. Eh bien, tout ce qu'on dit, ces 17 personnes, ces 17 individus, à la psychologue Lucie Glorian, pendant ces 2 journées, eh bien, je n'en saurai jamais rien. Pourquoi? Parce que Lucie Glorian n'a pas fait de rapport. Elle n'a pas fait de rapport suite à sa mission.
La mission lui avait été donnée par le DRH Cyril Bourgeoyer, mais Lucie Glorion n'a fait aucun compte-rendu des auditions qu'elle avait effectuées. Et ce qu'elle a fait simplement, vous le voyez de nouveau à gauche, c'est une petite, courte, brévissime synthèse anonymisée. Et que dit cette synthèse anonymisée? Eh bien, tout ce qu'elle dit, c'est... Eh bien voilà, j'ai auditionné 17 personnels, et puis il y en a 16 qui se plaignent de Madame Chassard, et puis c'est donc Madame Chassard, qui n'est pas nommée, mais comme de toute façon, il y avait déjà eu des documents écrits dans mon dos pendant cette période, donc c'est Madame Chassard qui rend tout le monde malade au collège Louis Pasteur de Suippes, et c'est à cause de Madame Chassard que le collège ne fonctionne plus bien. Voilà. Et donc cette synthèse anonymisée de Lucie Glorion qui tient en une page, sans aucun document justificatif, cette synthèse a été présentée le 18 décembre 2018 au CHSCT académique de Reims, dont les membres n'ont trouvé rien à redire. Voilà. Alors, après vous avoir expliqué donc les 3 méthodes que le rectorat avait utilisées jusqu'à aujourd'hui pour occulter les informations sensibles et embarrassantes pour lui, donc le caviardage, l'occultation par le blanco ou l'anonymisation, eh bien la question se pose: qu'est-ce que le rectorat va bien pouvoir occulter dans les 14 documents administratifs qu'il doit me communiquer avant le 12 mai 2024 pour respecter le jugement qui a été rendu par le tribunal administratif de Châlons-Champagne le 12 mars 2024? Qu'est-ce que le recteur de l'Académie de Reims, qui s'appelle Vincent Stanek, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir occulter? Alors, j'ai un petit début de réponse avec l'avis qui a été rendu par la CADA le 6 juillet 2023. Donc, vous vous rappelez que je vous ai dit que si une administration vous refusez des documents, soit explicitement, soit implicitement, vous pouviez saisir la CADA pour que la CADA vous donne un avis favorable. Et à ce moment-là, avec cet avis favorable, vous pouvez faire pression sur l'administration pour qu'elle vous communique les documents. Et si l'administration refuse toujours de vous les communiquer, eh bien, vous la mettez au tribunal administratif. Donc, la CADA a rendu son avis favorable pour la communicabilité des 14 documents administratifs que je réclame, mais il y a un petit passage dans l'avis de la CADA qui justement parle des exceptions que je vous ai expliquées plus tôt. Et donc regardez ce que dit la CADA le 6 juillet 2023 en parlant de certains documents. Elle dit que doivent notamment être disjoints ou occultés des éléments qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Et là on retrouve l'hypocrisie que je vous avais indiqué plus tôt, c'est-à-dire que si dans un document, il y a la personne B qui parle en mal, qui calomnie, qui diffame la personne A, eh bien, la personne B, par ce comportement, si ce comportement est connu de la personne A va pouvoir se retourner contre la personne B, et donc le comportement de la personne B pourrait lui être préjudiciable. Et c'est à cause de ce possible préjudice pour une personne qui a eu un mauvais comportement que on va occulter la mention concernant cette personne B dans le document qui va être transmis à la personne A. Voilà, c'est ce que j'appelle de l'hypocrisie totale. Mais bon. Et donc, dans le second paragraphe, la CADA continue. Donc, au sujet des occultations possibles, ne relève pas de cette réserve, c'est-à-dire de la possible occultation, des éléments qui procèdent à une analyse objective du fonctionnement du service, et y compris les méthodes des responsables d'un service. Mais relève de l'occultation possible la mise en cause de manière personnalisée de l'action ou du comportement d'agent de ce service. Et donc on retrouve ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que si dans le document, il y a une personne A, une personne B qui met en cause le comportement d'agent du service, notamment le comportement de la personne A, eh bien on va considérer que la façon dont la personne B parle de la personne A, eh bien ça peut être préjudiciable à la personne B. Et donc on va l'occulter. Même si c'est la personne A qui demande à savoir ce que la personne B a dit dans le document. Vous voyez? Donc déjà, avec cette indication de la CADA, le rectorat peut se servir pour occulter certaines mentions. Et puis, il y a aussi le conseil qui a été donné explicitement par le tribunal administratif de Châlons-Champagne dans son jugement du 12 mars 2024. Et là, je vous montre à l'écran le point numéro 7 du jugement qui, donc le tribunal administratif, dit au rectorat qu'il y a 8 documents, vous les voyez avec les puces, donc il y a 8 documents pour
pour lesquels, qui concernent l'organisation du service ou qui comprennent des échanges professionnels internes, et c'est susceptible de porter atteinte à la vie privée, c'est susceptible de porter une appréciation ou un jugement de valeur, et c'est susceptible de faire apparaître de manière préjudiciable le comportement d'une personne identifiée ou identifiable autre que la requérante. Donc, vous voyez, on retombe encore une fois sur ce que préconise aussi la CADA. Donc, il y a des documents dans lesquels peut-être, qui vont faire apparaître de manière préjudiciable le comportement de la personne B face à la personne A. La personne A, c'est moi. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, ces éléments, ils peuvent être occultés. Donc, le TA donne un conseil, donne la recette au rectorat pour pouvoir continuer l'occultation d'éléments sensibles et embarrassants pour le rectorat. Voilà. Donc, évidemment, je vous tiendrai au courant, lorsque je recevrai les documents, je vous tiendrai au courant et on verra bien si ce que je prévois comme possible, c'est effectivement réalisé. On verra bien si dans les 8 documents que je vous remets à l'écran, eh bien, il y a eu des informations sensibles qui ont été occultées, pour que je ne le sache pas et pour que je ne me retourne pas contre les personnes, les individus qui m'ont possiblement diffamé, calomnié ou qui racontaient des mensonges sur moi. Voilà, on verra bien. Alors, pour finir cette vidéo, eh bien, je vous conseille de regarder 3 autres vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne YouTube, si vous voulez en savoir plus. Donc il s'agit d'un direct Stop au déni de justice, le numéro 23, où je vous présentais les 14 documents que le rectorat me refusait. Il s'agit d'une vidéo où j'expliquais pourquoi l'ex-recteur de l'Académie de Reims, Olivier Brandouille, était hors la loi, par rapport évidemment à la loi de 1978, la loi du droit d'accès aux documents administratifs. Donc c'est la vidéo numéro 45. Et puis il y a une vidéo spéciale que j'ai faite sur les 5 documents qui concernent la principale harceleuse Valérie Richard, qui était donc au collège de Suippes dans la Marne en 2018-2019. Et donc ces 5 documents, je vous les expliquais aussi dans cette vidéo. Voilà, j'ai terminé cette petite vidéo qui approfondissait vraiment la façon dont le rectorat de Reims cherche à entraver mon droit d'accès aux documents administratifs et cherche à occulter toutes les informations sensibles et embarrassantes. Et je vous dis à très bientôt parce que mon combat pour le droit, la justice et la vérité continue et je vais le gagner. Ciao!